Pensons un instant à une situation qu'on a tous vécue au moins une fois, une file d'attente bien bondée devant un cinéma. Des dizaines de personnes se tiennent là, côte à côte, attendant que les portes s'ouvrent. En sociologie, on appelle ça un simple agrégat physique. C'est juste un rassemblement temporaire. Ces personnes partagent un bout de trottoir et l'envie de voir un film, mais c'est tout. Il n'y a pas d'échange continu, pas de valeurs communes profondes et surtout, absolument aucun sentiment d'être lié aux autres. Pourtant, au fond, l'être humain porte en lui ce besoin quasi viscéral, universel, celui d'appartenir véritablement à quelque chose de plus grand. Alors plongeons directement au cœur de ce sujet passionnant. Bienvenue dans ce décryptage où on va explorer ensemble comment notre vie en société fonctionne réellement. L'idée aujourd'hui, c'est d'aller gratter un peu sous la surface pour comprendre ces fameuses forces invisibles qui nous unissent, qui définissent notre identité et qui, parfois, nous éloignent les uns des autres. Surtout que notre vie moderne est en train de réécrire totalement les règles de la connexion humaine. Pour que ce soit bien clair, on va suivre un parcours en 5 étapes. D'abord, on va définir ce que vraiment un groupe social. Ensuite, on verra pourquoi les simples statistiques ne suffisent pas à raconter notre réalité. On fera la distinction cruciale entre les groupes primaires et secondaires, avant de comprendre cette tension fascinante entre le groupe auquel on appartient et celui auquel on rêve d'appartenir. Et on terminera sur un paradoxe très moderne, le lien entre l'individualisme et nos réseaux sociaux au fil de la vie. Commençons par la base, la partie 1. Définir le groupe social qui est bien plus qu'un simple rassemblement. À la grande différence de notre fameuse file d'attente au cinéma, le groupe social, c'est une entité vivante et durable. Ce n'est pas du tout statique, ça implique un système d'échange continu entre les individus. Ces personnes partagent une situation sociale commune, que ce soit par leur profession, leurs valeurs ou leur lieu de vie. Du coup, ils développent des pratiques similaires et des centres d'intérêt proches. En fait, ils forment ce qu'on pourrait appeler une véritable communauté de destin. Une communauté qui est même capable, quand il le faut, de se lever pour défendre des revendications et des intérêts communs. Ce qui est absolument crucial ici, c'est cette double dimension psychologique et sociale. De l'intérieur, il faut impérativement une conscience d'appartenance. Les membres doivent se sentir liés les uns aux autres. C'est ce sentiment qui forge notre identité. Et d'ailleurs, quand on en est privé, ça crée un sentiment d'exclusion terrible. Mais ça ne s'arrête pas là. De l'extérieur, il faut ce qu'on appelle la reconnaissance externe. C'est fondamental, si le reste du monde ne reconnaît pas l'existence de ce groupe, eh bien, sur le plan sociologique, le groupe n'existe tout simplement pas. Il faut être reconnu par les autres pour exister. On passe à la deuxième partie. Pourquoi les statistiques ne suffisent pas? C'est le choc entre la réalité vécue et les données froides. On entend tout le temps parler des fameuses PCS, les professions et catégories socio-professionnelles. C'est un système créé par l'INSEE en 1954. Et soyons clairs, c'est un outil formidable pour mesurer et ranger la société dans des cases. Mais attention, ce sont des catégories purement statistiques, basées sur des critères objectifs et froids. C'est totalement statique, ça n'a rien à voir avec un véritable groupe social qui, lui, est dynamique, vivant et rempli d'interactions humaines. Les PCS, c'est très utile sur un tableau Excel, mais ça ne reflète pas forcément la chaleur de la réalité sociale vécue. Pour être très concret, il n'y a quasiment aucun sentiment d'appartenance spontanée quand on est juste classé dans une PCS. Prenons la catégorie des cadres, par exemple. Les niveaux de vie, les pratiques culturelles, les loisirs, ils sont tellement différents, c'est extrêmement hétérogène. 2 personnes classées comme cadres peuvent avoir des vies à des années-lumière l'une de l'autre et ne jamais se croiser. Ils ne forment donc pas un collectif avec une identité forte. Bref, les statistiques observent la société, mais elles ne ressentent rien. Ce qui nous amène à la troisième partie, les groupes primaires et secondaires, ou comment s'organisent nos cercles d'intégration. Imaginons notre vie sociale comme des cercles concentriques. Le premier cercle, tout au centre, c'est le groupe primaire. C'est la famille, ce sont les amis très proches. On y trouve des structures de petite taille où les relations se font en face à face, de manière intense et régulière. C'est le royaume pur de l'affectif, de l'entraide matérielle et morale. C'est là que se fait notre première socialisation. Et puis, quand on s'éloigne un peu, vers l'extérieur, on trouve le groupe secondaire. Là, c'est plus grand. Les relations deviennent fonctionnelles, organisées pour atteindre un but précis, comme quand on rejoint un syndicat, un parti politique ou une grande association. La mécanique de ces groupes secondaires est assez fascinante. Dans une famille, on est aimé pour ce qu'on est, de façon inconditionnelle. Mais dans un groupe secondaire, on nous impose un rôle, un statut précis. Il y a souvent une hiérarchie stricte à respecter, et comme il y a beaucoup de monde, les membres ne se connaissent pas forcément tous personnellement. Les liens peuvent même être purement contractuels ou utilitaires. C'est exactement pour ça que ces groupes secondaires, bien qu'ils soient très complets sur le plan fonctionnel, sont beaucoup moins permanents et risquent toujours de disparaître. Ils sont structurellement bien plus fragiles que nos groupes primaires. Partie 4. Appartenance aux références. C'est là qu'on commence à choisir notre identité. Le groupe d'appartenance, c'est notre base de lancement. Il est fondé sur des liens objectifs, comme la famille dans laquelle on est. Mais le groupe de référence, c'est totalement différent.
c'est l'horizon. C'est le groupe qu'on aspire à rejoindre. On va carrément chercher à calquer nos valeurs, notre vocabulaire, notre comportement sur ce groupe idéalisé, souvent parce qu'il incarne un statut social perçu comme plus prestigieux. Et le plus fou, c'est que ce groupe dicte notre façon d'agir de manière extrêmement puissante, alors même qu'on n'en fait pas encore partie. Le sociologue Serge Pogam a mis le doigt sur une dynamique vraiment propre à notre époque. L'importance croissante des liens choisis, ce qu'on appelle les liens électifs. Pour faire simple, on choisit de plus en plus nos pairs. Cette capacité de se tourner vers un groupe de référence que l'on a délibérément choisi, ça permet de prendre ses distances avec son milieu d'origine. On s'éloigne un peu des normes imposées par son groupe de départ pour se sculpter sa propre identité sociale. Mais attention, cette recherche frénétique de nouveaux modèles ne sort pas de nulle part. Les configurations familiales d'aujourd'hui ont énormément changé et ça fragilise nos groupes primaires de base. Le modèle de la famille nucléaire traditionnelle recule au profit des familles recomposées ou monoparentales. Parfois, il y a une perte des liens de filiation évidents ou des tensions compliquées avec des figures comme les beaux-parents, ce qui crée des socialisations un peu contradictoires. Résultat, on peut perdre ses repères. Et face à cette fragilité familiale, s'accrocher à un groupe de référence externe, ça devient un vrai filet de sécurité pour notre identité. On arrive à notre dernière partie, la partie 5, l'individualisme et les liens sociaux à travers le cycle de la vie. Ça illustre parfaitement une idée fondatrice du célèbre sociologue Émile Durkheim. On a souvent tendance à confondre l'individualisme avec l'égoïsme ou l'isolement total. Mais c'est faux. Dans nos sociétés modernes, l'individualisme, c'est en fait le développement de l'autonomie. Plus la société se complexifie, plus chacun d'entre nous développe sa singularité en allant piocher dans une multitude de groupes sociaux différents. On devient les architectes de notre propre maillage social, un maillage unique et sur mesure. Bien sûr, cette belle autonomie se heurte parfois à un mur, la réalité économique. Le statut professionnel joue un rôle brutal, presque binaire. Le chômage et l'inactivité génèrent une précarité terrible qui vient fracturer nos liens sociaux et qui réduit presque à néant notre participation politique ou associative. À l'inverse, avoir une activité professionnelle, c'est un moteur d'intégration surpuissant. Ça agit comme un bouclier qui nous ouvre grand les portes des groupes secondaires, comme les syndicats ou les clubs, et qui nous apporte cette fameuse reconnaissance sociale dont on parlait au début. Si on regarde ça à l'échelle d'une vie entière, c'est un cycle magnifique. De la naissance à l'adolescence, on est biberonné par la socialisation primaire de notre famille. Ensuite, à l'âge adulte, boum, c'est l'explosion de l'autonomie. On navigue sans cesse entre nos réseaux professionnels et nos multiples groupes de référence. Mais le trait sociologique le plus touchant, c'est peut-être celui de la fin du cycle. Malgré toutes nos aventures et l'élargissement de nos réseaux, quand arrive la période de la vieillesse, le groupe social primaire familial a cette capacité incroyable de se maintenir. Il se renforce même pour redevenir notre grand centre de gravité. En fin de compte, chaque existence se trouve au carrefour d'un réseau inédit. Un mélange très personnel de liens forts et de liens faibles, jonglant entre le groupe hérité à la naissance et les groupes de référence choisis en cours de route. Alors, on peut se poser la question, est-ce que cette quête d'autonomie dans notre monde moderne nous isole vraiment, ou est-ce qu'elle nous permet au contraire de tisser la toile d'appartenance la plus riche et la plus personnalisée de toute l'histoire ? Voilà une réflexion à garder dans un coin de la tête la prochaine fois qu'on se retrouvera un peu par hasard dans une simple file d'attente. Merci d'avoir suivi cette analyse.